Alors, coucou, bonjour à toutes et à tous. Ben voilà, on se retrouve. Ça me fait plaisir parce qu'il y a eu une longue période où j'avais de nouveau plus fait de vidéos YouTube. En raison, ben vous allez dire de nouveau ma santé. Effectivement, oui, c'est en raison de ma santé. Également en raison de beaucoup de travail à mon travail. J'ai dû faire du rattrapage et tout. Et également... un petit peu un manque de motivation, si vous voulez. J'adore toujours faire ma chaîne, hein, je continuerai toujours. Mais vous voyez, j'avais tellement une fatigue que j'étais pas motivée. Le soir, j'étais crevée en rentrant du travail. Et tout ce que je voulais, c'était soit lire, soit regarder la télé, puis dormir. Ouais, plutôt pas un manque de motivation, mais une fatigue, quoi. Pas assez éveillée pour pouvoir vous parler comme je vous parle à l'instant. Voilà. Alors, si vous vous souvenez, je devais refaire le sujet sur l'automutilation sans photo parce que sinon, il jarte la vidéo, malheureusement. Et puis, je vais vous communiquer quelques sujets que je vais faire ces prochains jours. Alors, je vous dis que ça sera soit tous les lundis et tous les vendredis. Ah, faut que je vous précise. Vous savez, je m'étais cassé, j'ai eu 6 fractures du talon et 2 des vertèbres. Dans les 6 fractures du talon, les vis, au bout de 6 mois maintenant, elles ont dépassé de l'os. De ça, elles sont en train de me percer presque la peau. Donc, je dois retourner à l'hôpital le mercredi de la semaine prochaine, en l'occurrence le 6 avril. C'est normalement ambulatoire si tout va bien, mais après, je sais pas si je pourrais faire du YouTube. En tout cas, le lundi, oui. Bon, j'ai des douleurs, mais avec les antidouleurs, j'arrive à gérer. Après, je prends raisonnablement, hein. Et ensuite, après, on verra si le vendredi, je pourrais en faire une. Ça peut aussi me changer les idées. C'est aussi sur conseil d'amis à moi qui m'ont dit, mais continue, fais tes vidéos, vas-y. J'ai dit oui, 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 mais il faut quand même avoir la force et tout. Voilà, et la santé. Mais c'est vrai que je suis contente de reprendre et j'espère que j'aurai davantage d'abonnés. Parce que malgré que j'en faisais plus, j'ai eu 2-3 abonnés de plus. C'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup pour moi. Voilà. Alors, ben, ce soir, le sujet, ça sera l'automutilation. Ensuite, ça sera... attendez, je reprends dans l'ordre parce que j'en revenais bien en arrière. J'avais préparé mes sujets, mais comme j'ai tellement loupé, voilà. Donc, l'automutilation. Ensuite, ça sera le brave pilote qui a atterri sur l'Hudson en 2009, donc le fleuve de New York, qui a réussi à faire atterrir son avion. Et le prochain exposé, ça sera le crash du Concorde en 2000, le 25 juillet 2000. Donc, normalement, pour cette semaine, je vous fais l'automutilation, lundi, là, maintenant. Vendredi, je pense justement vous faire le brave pilote qui a atterri sur l'Hudson en 2009. Et ensuite, pour lundi, donc là, c'est pour vendredi, hein, avec l'Hudson. C'est décalé du coup. Et puis le 28, pas le 28, qu'est-ce que je dis? Pas juste au février, pardon, attendez. Bref, et puis vendredi de... Non, attendez, je m'y reprends. Aujourd'hui, l'automutilation. Vendredi, le brave pilote qui a atterri sur l'Hudson. Et le 4 avril, le crash du Concorde en 2000. Voilà, si j'arrive. Mais en tout cas, ce sont les sujets à venir. Voilà, je vous donnerai toujours 2-3 sujets. Voilà, comme avant, mais plutôt 3. Voilà, donc je laisse mon agenda de côté. Bien décoré d'ailleurs. Et puis, ben, je pense qu'on va tout de suite se mettre au travail. Je voulais juste préciser aussi que là, j'ai regardé pour des programmes pour faire un peu des effets spéciaux, par exemple, comme le youtubeur Max Guys qui fait des HVF, faire une vidéo de départ qui montre des paysages. Puis après, comme genre, il y a un livre qui s'ouvre et puis ça sera marqué l'exposé. Moi, en l'occurrence, là, je vais pas mettre un livre, je vais pas recopier ce qu'il a fait. Ça sera la surprise. Je vais faire une vidéo montage d'introduction. Après, je vais aussi faire, quand on a l'autorisation de montrer des images qui sont
autorisées à montrer sur YouTube, elles seront diffusées et tout. Ça va, la chaîne va vraiment progresser hein, maintenant. Donc vous me faisiez déjà confiance, mais à cause de ma santé, ben, tout ça a été mis en stand-by. Voilà, je sais que vous comprenez. Alors, je vous propose qu'on commence. Et puis, vous savez que comme d'habitude, je bois toujours du thé hein, pendant ce temps. Voilà. Alors, l'automutilation se caractérise par des blessures et dommages physiques directs avec ou sans intention suicidaire. Ce terme est utilisé dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Son usage est discutable pour ce qui concerne les lésions cutanées auto-infligées, car le latin mutilare renvoie à la section irréversible d'un membre ou d'un organe. Exemple, se crever un œil ou se couper un doigt, se taillader les veines. La forme la plus répandue d'automutilation est la dégradation cutanée. Mais l'automutilation couvre un vaste éventail comportemental, ce qui inclut, mais ne se limite pas, à brûlures, abrasions, griffures, cognement de certaines parties du corps, réouverture d'anciennes plaies cutanées, arrachage de cheveux et ingestion de substances ou objets toxiques. Les comportements associés à un abus substantiel et aux troubles des conduites alimentaires ne sont généralement pas considérés comme automutilation car les dommages infligés à l'organisme ne sont pas intentionnels. Bien que le suicide ne soit pas directement lié à l'automutilation, la relation entre automutilation et suicide est complexe car les blessures intentionnelles peuvent constituer une menace pour l'individu. Il existe également un risque élevé de suicide chez les individus qui se mutilent, dont environ 40 à 60% d'entre eux meurent. Cependant, les individus qui s'automutilent sont perçus comme étant suicidaires, ce qui est, pour la majeure partie des cas, inexact. L'automutilation chez l'enfant est rare, mais le nombre augmente depuis les années 1980. L'automutilation est listée dans le DSM-IV-TR, je pense que c'est un bouquin médical, en tant que symptôme du trouble de la personnalité borderline. Donc, borderline, c'est tout d'un coup on pleure, une seconde après on rigole, tout d'un coup on est agressif, tout d'un coup on est calme. C'est ça la personnalité borderline. Je pense que beaucoup de monde le savent quand même. Voilà. Cependant, d'autres patients diagnostiqués peuvent également s'automutiler, en particulier ceux atteints de dépression, de troubles anxieux, d'addiction substantielle, de troubles des conduites alimentaires, de troubles de stress post-traumatique, de schizophrénie et autres troubles de la personnalité. Les motivations varient et l'automutilation est faite pour combler un nombre de différentes fonctions. Ces fonctions incluent l'automutilation comme aide à de différents troubles tels que l'anxiété, la dépression, le stress intense, le manque affectif et une grande remise en question de soi. L'automutilation est souvent associée à des traumatismes et abus, soit violence psychologique, agression sexuelle, toxicomanie, troubles des conduites alimentaires ou autres traits mentaux tels que l'estime de soi ou le perfectionnisme. Elle est très répandue chez les adolescents et jeunes adultes et apparaît habituellement entre 12 et 24 ans. Cependant, elle peut survenir à tout âge, même durant la vieillesse. Le risque de suicide et de profondes blessures est élevé chez les personnes âgées qui se mutilent. L'automutilation ne se limite pas aux
humains. Les primates et les oiseaux, par exemple, sont également connus pour la pratiquer lorsqu'ils sont en captivité. D'accord, ok. Les méthodes utilisées pour traiter l'automutilation se concentrent principalement sur les causes plutôt que sur le comportement en lui-même. Lorsque l'automutilation est associée à la dépression, les antidépresseurs et autres traitements médicamenteux peuvent être efficaces. D'autres approches consistent à occuper le patient grâce à d'autres activités ou à remplacer l'automutilation par des comportements plus sécurisés qui ne provoquent pas de blessures permanentes. Définition. Le terme d'automutilation est sujet à débat dans la mesure où il définit une multitude de comportements à la gravité et à la finalité variables, certains impliquant une mutilation irréversible et d'autres une blessure corporelle qui persiste pendant plusieurs dizaines de minutes. Dans tous les cas, les blessures sont infligées seules, sans l'intervention d'un tiers. L'automutilation est listée par le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux comme un symptôme du trouble de la personnalité borderline, et elle est parfois associée à d'autres troubles psychopathologiques tels que la dépression ou les troubles du comportement alimentaire. Bien qu'elle soit la plus courante, la pratique la plus utilisée est la coupure. La définition inclut aussi les coups, les brûlures, les éraflures, les morsures et autres atteintes corporelles infligées à soi-même. Il n'est pas question d'automutilation si l'individu se blesse dans un but esthétique, sexuel, masochisme, social, rituel d'acceptation dans certaines sociétés, modes, religieux ou spirituels. Signes et symptômes. 80% des cas d'automutilation impliquent des objets coupants et visent à couper ou arracher la peau. Cependant, le nombre de méthodes n'est délimité que par l'imagination de l'individu seul et sa détermination à se blesser intentionnellement. Cela inclut, mais ce ne limite pas aux brûlures, à l'auto-empoisonnement, l'alcoolisme, la pénétration d'objets et autres types d'automutilation liés à l'anorexie et la boulimie. Les parties du corps les plus atteintes sont principalement cachées et dissimulées aux yeux des autres, bien que l'automutilation soit liée au physique. Elle peut également définir la sévérité de la détresse émotionnelle ressentie chez l'individu. Aucun critère diagnostique n'est défini dans le DSM-IV-TR et ou le CIM-10, donc ce sont des bouquins de psychiatrie. Elle est souvent perçue comme étant le symptôme de troubles spécifiques. Une proposition a été effectuée en 2010 pour inclure l'automutilation non suicidaire en tant que diagnostic distinct dans la 5e édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Ah ben c'est celui-là, DCM-IV-TR. Voilà. Cause, troubles mentaux. Même si tous ceux s'automutilent ne souffrent pas d'un trouble mental reconnu, beaucoup de ceux en souffrant sont hautement exposés à l'automutilation. Ces principaux troubles incluent le stress post-traumatique, le trouble de la personnalité borderline, le trouble bipolaire, la dépression, la phobie et les troubles des conduites. La schizophrénie peut également conduire à l'automutilation.
Les personnes schizophrènes ont un plus haut risque de suicide, particulièrement les jeunes patients, qui peut aggraver leur état psychologique déjà instable. Un abus substantiel est également un facteur de risque élevé. Facteurs psychologiques. Un environnement dans lequel les parents privent leur enfant de leurs émotions, telles que l'expression de la tristesse ou de la douleur, peut contribuer à une difficulté d'exprimer certaines émotions et s'expose à des risques élevés d'automutilation. Tout type d'abus ou de traumatisme durant l'enfance, voire maltraitance sur mineurs, ou à l'adolescence est considéré comme facteur de risque élevé, incluant le deuil et certains troubles des relations parentales avec un partenaire. Avoir vécu des violences sexuelles peut être un pourcentage augmentant le risque de développer ce trouble. D'autres facteurs tels que la guerre, la pauvreté et le chômage peuvent contribuer. L'automutilation est habituellement décrite comme un état dissociatif ou de dépressionnalisation. Il est estimé que 30% des individus atteints de troubles de spectre autistique engagent une automutilation à un certain point, dont les clignements des yeux, griffures, morsures aux mains et blessures à la tête. Substances et alcool. Je bois juste un coup, je m'excuse. Alors, substances et alcool. Les dépendances à l'alcool et à une variété de drogues, illicites ou non, peuvent contribuer à l'automutilation. La dépendance aux benzodiazépines est associée au comportement d'automutilation chez les jeunes individus, mais pas forcément chez tous les jeunes. L'alcool est un facteur à haut risque. Une étude dans des hôpitaux d'Irlande du Nord montre que l'alcool est à l'origine de 63,8% d'automutilation chez les patients. Une étude faite en Norvège et en Angleterre et publiée en 2009 démontre qu'en général, le cannabis n'est pas un facteur d'automutilation délibérée chez les jeunes adolescents et chez les jeunes adultes. Physiopathologie. L'automutilation n'est pas un comportement suicidaire, bien que la plupart des dégâts causés au corps peuvent être un danger mortel. Cela est plutôt un appel au secours d'un grand chagrin ou d'une grande tristesse ou d'un grand problème enfoui dans l'individu. Entre parenthèses, dans l'esprit d'un individu. Certains individus peuvent ne pas en prendre conscience et l'automutilation devient alors souvent la réponse à une souffrance émotionnelle profonde et écrasante. Les motivations varient et remplissent un nombre de fonctions. Ces fonctions impliquent l'automutilation en tant que mécanisme de survie, permettant ainsi de soulager temporairement d'intenses émotions telles que l'anxiété, la déprime, le stress et le sentiment d'échec, de déception. Il existe également une corrélation positive statistique entre l'automutilation et les mauvais traitements émotionnels. L'automutilation permettrait à l'individu de contrôler sa propre douleur, en contraste à celle qu'il avait subie auparavant dans sa vie et sur laquelle il n'avait aucun contrôle. Une étude de l'Office for National Statistics, ONS, britannique, rapporte seulement 2 motivations, le besoin d'attention et la cause de la colère. Chez certains individus qui se mutilent eux-mêmes, cela signifie qu'ils cherchent et demandent indirectement le besoin d'être écoutés. Cela peut également être une tentative pour rendre leur entourage attentif et,
quelque part de les manipuler émotionnellement. Cependant, d'autres de ces patients qui se mutilent d'une manière répétitive et chronique ne demandent aucune attention et cachent leurs cicatrices. D'autres manières alternatives, d'une manière alternative, l'automutilation peut permettre à certains de ressentir quelque chose, même si la sensation en est désagréable et douloureuse. Ceux qui s'automutilent décrivent quelquefois un sentiment de vide ou un manque d'émotions positives. Et une douleur physique peut soulager ces sentiments. En tant que mécanisme de survie, l'automutilation peut devenir psychologiquement addictive, car pour ceux qui en souffrent, elle fonctionne, elle leur permet de se libérer d'un stress intense. En cas de stress post-traumatique, certaines personnes utilisent l'automutilation pour arrêter des flashbacks ou se reconnecter au présent réel lors de ces derniers. Épidémiologie. Des recherches aux États-Unis indiquent qu'environ 4% des adultes pratiquent l'automutilation et environ 1% de la population générale de manière chronique. Un certain nombre de facteurs sociaux ou psychologiques sont en corrélation avec l'automutilation. Les diagnostics qui lui sont généralement associés comprennent la dépression et le trouble de la personnalité borderline. Les individus souffrant de troubles du comportement alimentaire, de troubles obsessionnels compulsifs, de phobie, de toxicomanie et les suicidaires ont un risque élevé de recourir à l'automutilation. Des formes particulières de l'automutilation, souvent plus graves, sont associées à l'autisme et à certaines psychoses. Les situations de guerre ou d'emprisonnement sont aussi des facteurs de risque majeur. Là, ça se répète un petit peu. Les causes de l'automutilation sont difficiles à déterminer et varient grandement selon les individus. 2 facteurs principaux sont notés, mais loin d'être systématiques. Les abus sexuels et des souffrances psychologiques, physiques, être critiqué ouvertement, ne pas avoir été encouragé, avoir été souffre-douleur ou tout autre comportement qui ont un impact direct sur l'estime de soi. Les individus touchés sont principalement adolescents ou jeunes adultes. Malgré le nombre relativement élevé d'individus concernés, peu d'informations francophones pertinentes sont disponibles sur ce sujet. Différence. Les dernières recherches ne montrent généralement aucune différence factorielle d'automutilation entre les hommes et les femmes. Celles-ci sont en contraste avec d'anciennes recherches qui indiquaient que les femmes étaient 4 fois plus exposées que les hommes à l'automutilation. Cependant, il est difficile de percevoir l'automutilation chez les femmes, alors que les hommes engagent une automutilation plus directe. Par exemple, se cogner le visage et peut être plus facilement expliqué ou caché dans de différentes circonstances. Le réseau européen de l'OMS sur la prévention du suicide, établi en 1989, démontre que pour chaque tranche d'âge, les risques sont les plus élevés chez les femmes avec un très haut risque chez les 13-24 ans, tandis que parmi les hommes, les risques sont les plus élevés chez les 12-34 ans. Prison. Les automutilations délibérées sont spécifiquement faites en prison.
Les prisons sont souvent des lieux à haut risque de violence et les prisonniers peuvent utiliser l'automulation comme une ruse pour éviter toute confrontation physique, aussi bien que pour convaincre les autres prisonniers qu'ils sont dangereusement fous et insensibles à la douleur, ou pour obtenir la protection des gardes. Ce comportement, comme le comportement suicidaire, indique une certaine témérité de l'individu. Par ces gestes, il démontre aussi qu'il y a un potentiel dangereux pour lui autant que pour les autres. Cet état des faits est vrai dans un milieu tel que celui-ci, mais également pour toute personne procédant à l'automutilation. Par son caractère non approprié socialement, la personne méprise en quelque sorte le conformisme et la conduite raisonnée. Cela peut être une manque d'une tendance antisociale, notamment chez l'adulte. Traitement. Il existe une grande incertitude concernant les types de traitements psychosociaux et physiologiques sur des patients qui s'automutilent et de nombreuses études sont requises. Les troubles psychiatriques et de la personnalité sont particulièrement perçus chez les individus qui s'automutilent et l'automutilation peut être un indicateur de dépression et ou d'autres problèmes psychologiques. Certains individus qui s'automutilent souffrent de dépression clinique, modérée ou sévère, et des traitements par antidépresseurs peuvent être administrés. Une thérapie cognitive comportementale peut aider les patients atteints de symptômes d'axe 1, comme la dépression, la schizophrénie et le trouble bipolaire. Une thérapie comportementale dialectique peut considérablement aider les individus atteints de troubles de la personnalité et peut aider les individus qui s'automutilent atteints d'un autre trouble mental. Le diagnostic et le traitement des causes de l'automutilation sont la meilleure approche, mais dans certains cas, particulièrement chez les patients atteints de troubles de la personnalité, ce n'est pas très efficace. Et la plupart des cliniciens préfèrent donc faire une approche par TDB, qui est une thérapie comportementale dialectique, pour minimiser le comportement en lui-même. Les individus s'automutilent avec sévérité, sont psychiatriquement hospitalisés à la suite de leur instabilité et leur incapacité à trouver une quelconque aide. L'automutilation peut se développer chez les individus en raison de leur situation environnementale, comme un besoin d'attention ou autre. Tandis que ces individus ont un mal-être social, l'automutilation peut être un moyen pour eux d'obtenir quelque chose qu'ils sont incapables d'obtenir par eux-mêmes, comme le fait de simplement demander. Ainsi, une approche dans le traitement est d'enseigner une réponse alternative qui obtienne le même résultat que l'automutilation. Technique. Aider un patient à adopter un comportement alternatif peut éviter toute automutilation à l'aide de techniques est une méthode efficace. Ces techniques qui occupent principalement l'esprit peuvent inclure la lecture, la marche, pratiquer un sport ou être entouré d'amis ou de proches lorsque les patients tentent de s'automutiler à nouveau. Le retrait d'objets qui peuvent principalement aider à l'automutilation est utile pour résister au besoin de s'automutiler. Des méthodes sécurisées et alternatives d'automutilation qui ne conduisent pas à des dommages physiologiques permanents peuvent également aider. C'est tout à fait vrai en plus. Société et culture. L'automutilation est connue pour avoir été pratiquée rituellement dans certaines
cultures telles que les civilisations mésoaméricaines, où il était fréquent de s'automutiler pendant le rituel de l'autosacrifice, notamment en faisant couler le sang de sa langue ou de son sexe. C'est dire si c'est trash, hein, mon Dieu. Médias. Dans le film Dans ma peau de 2002, Marina DeVant montre la quête d'Esther qui tente de se réapproprier son corps par l'automutilation. Selon Nicolas Alzabert, critique au Cahier du cinéma, l'automutilation à laquelle s'adonne le personnage d'Hélène, non pas interprété mais incarné par Marina DeVant, ne consiste pas une tendance suicidaire à retourner contre soi sa force corporelle, mais à la retrouver pour soi. Pour sa part, dans La secrétaire de Steven Sheinberg, utilise comme trame de fond une jeune femme qui se mutile pour oublier les douleurs que lui inflige la vie. Le personnage principal matérialise sa douleur face à l'angoisse du monde en s'automutilant. Elle voit aussi la douleur sortir d'elle, puis disparaît au fur et à mesure de la cicatrisation de la plaie. Dans le livre Sur ma peau de Gillian Flynn, paru en 2007, l'auteur utilise comme trame de fond de son thriller le fait que le personnage principal s'est scarifié dans son adolescence. Au cours du roman, elle décroche les motivations qui l'ont poussée à s'inscrire des mots sur les bras. Dans le film Fight Club de David Fincher, paru en 1999, le personnage principal se passe à tabac lui-même à plusieurs reprises dans le film, notamment ce qui pourra être assimilé à de l'automutilation en guise de catharsis, ou pour obtenir quelque chose d'un autre personnage. Le manga Life de Keiko Shinobu, l'héroïne se sert de l'automutilation pour évacuer son anxiété et son sentiment de culpabilité. Ce fait sera utilisé contre elle lorsqu'elle sera victime de harcèlement sexuel, le harceleur menaçant alors de le révéler à ses amis et à sa famille. Et pour terminer, l'automutilation chez les animaux, c'est un petit paragraphe. L'automutilation ne se limite pas aux humains. Les oiseaux et les singes, par exemple, sont connus également pour pratiquer l'automutilation en captivité. Les cages de zoo ou laboratoire et l'isolement sont des facteurs aggravants, conduisant à une susceptibilité d'automutilation chez les plus grands mammifères, comme les macaques. Les petits mammifères s'automutilent sous conditions expérimentales après l'administration de substances. Chez les chiens, un trouble obsessionnel compulsif, genre TOC, peut entraîner des blessures auto-infligées, par exemple le granulome de léchage. Exemple, il se mord la patte ou une autre partie du corps jusqu'à ce que le sang coule lorsqu'une plaie apparaisse, comme pour les autres animaux également, en captivité. Les oiseaux en captivité sont souvent engagés dans un piquage chronique, causant ainsi le retrait de leur plumage, et pratiquent également la mutilation de leur peau et des tissus musculaires avec un piquage chronique jusqu'à ce que le sang apparaisse et qu'une plaie béante apparaisse également. Voilà, donc je pense que les animaux sont quand même pas bêtes, ils comprennent ce que c'est que le sang. Bon, ils sentent la douleur, ils voient que ça coule, ils comprennent qu'ils ont mal. Voilà. Donc le sujet était intéressant. Donc bien sûr, je ne vais pas diffuser de photos. Comme ça, la vidéo restera sur YouTube. En tout cas, j'espère que le sujet vous a plu.
Après, à l'avenir, je vous ai dit qu'il y aurait des animations et tout, mais bon, après, apprendre tout par cœur des sujets, je veux bien, vous voyez, souvent, je lève les yeux, mais après, j'aime bien quand même lire, parce que si je dois apprendre tout par cœur, vous savez, les autres youtubeurs, ils parlent à la caméra, mais ils lisent comme ça. Ils lisent à côté de la caméra un texte. Ils regardent très peu la caméra avec les yeux. Ils ont un léger regard là. Ils lisent ce qui défile. Alors moi, je préfère vraiment lire sur papier et lever les yeux de temps en temps. Ça ne veut pas dire que pour d'autres sujets un peu plus courts, des fois, je pourrais faire comme Max Guys, par exemple, ou tout autre youtubeur. Il y a aussi des autres youtubeurs qui racontent leur vie, comme ben moi, mon accident, je l'ai raconté ben, en pensant ce que je voulais, je ne lisais pas, voilà, les mots sortaient et tout. Bien sûr qu'il y aura toujours des vidéos comme ça de ma part. Voilà, alors si tout va bien, on se retrouve vendredi pour le sujet le bon pilote qui a réussi à faire atterrir son avion sur l'Hudson en 2009 à New York. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez vraiment aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. De liker la vidéo, un pouce bleu. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. Et puis, vous pouvez mettre des commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne continuation et plein de bisous. Allez, à bientôt les amis. Bye bye. Bonne soirée ou bonne journée. Bisous, bisous. Bye bye.